différentes simulations que M. Pison vous a présentées l'ont bien montré, l'avenir est incertain. On s'en doutait un petit peu, selon les différents scénarios, on peut avoir une explosion, on peut avoir une diminution, on peut avoir une stabilité. Malgré cette incertitude, il y a quand même une chose sur laquelle je suis prêt à prendre un pari. Ce pari, c'est que, de façon obligée, au cours de ce siècle, l'humanité devra mettre la question écologique au cœur de ses préoccupations. On n'a pas le choix parce que l'alternative à ça, c'est tout simplement l'impossible. C'est un monde invivable, c'est un monde pollué, c'est une absence de forêt, ce sont des sols dégradés, pour une bonne part d'ailleurs tout simplement asphaltés, ce sont des animaux qui ont disparu, ce sont des poissons qui ont disparu, c'est déjà fini, hein, d'une certaine façon les poissons, les stocks c'est à peu près 80-90% du moins que l'état naturel. Donc on n'a pas le choix. Alors cette inquiétude elle se voit déjà, elle se voit dans les discours au moins, elle se voit aussi par la création d'un certain nombre de partis écologistes, elle se voit également dans les partis traditionnels l'élaboration d'un certain nombre de volets écologiques au programme. Elle se voit dans le monde commercial. Pratiquement tous les produits aujourd'hui nous vantent leur innocuité environnementale. J'ai même vu encore une publicité où on voyait des hérissons qui étaient contents de la construction d'une autoroute. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, partout. Et puis, ces différentes menaces, ce sont également une façon pour nous de reconnaître les pressions que l'homme fait sur l'environnement. Les contraintes qu'on nous impose, c'est-à-dire économiser l'énergie, recycler les matériaux, etc. Tout ça, c'est une façon de répondre aux contraintes, de lister ces contraintes et de les acter. Alors, dans tous les débats sur l'écologie, on a un débat sur chacun de ces points, sur la pollution, sur la pêche, sur la protection animale, etc. Et puis, curieusement, il y a un facteur de pression absolument, à mon avis, évident, en fait, et très important, c'est le nombre des hommes. Ce facteur-là, il est tabou, ce facteur-là, il est interdit, ce facteur-là, il est ignoré, et il est ignoré même en bonne partie de mouvements écologistes, pourtant, dont on pourrait penser qu'ils vont le mettre en tête de leurs préoccupations. Bon, je reviendrai un peu sur pourquoi, à mon avis, il faut mettre en avant ce facteur, sur les raisons de cette négligence et sur les conséquences aussi. Mais je vais m'arrêter un petit peu sur les chiffres. Alors, je ne ferai peut-être pas aussi précis que M. Pison, mais je voudrais vous présenter quand même quelques données. Ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Merci. Ce graphique de population mondiale, c'est l'évolution de la population mondiale depuis 10 000 ans, c'est-à-dire depuis ce qu'on a appelé la révolution néolithique, le moment où l'homme est passé d'une économie de prédation à une économie de production. C'est pas pour vous montrer l'extraordinaire taux de croissance, ça vous le savez déjà, c'est pour m'arrêter sur deux points. On est en haut de la pyramide, là, juste à l'extrémité. Ça veut dire, et ça c'est souvent négligé dans les débats sur la démographie, qu'on vit actuellement, là je suis d'accord avec M. Pison, il faut prendre du recul, on vit une époque absolument exceptionnelle. C'est un point spécial de l'histoire de l'humanité. Je sais bien, hein, je veux désamorcer certaines critiques, je sais que ça ne va pas continuer comme ça, c'est pas possible. Mais on vit un point absolument particulier. On est sur une pointe, on n'a jamais été comme ça et dans des ordres de grandeur énormes, et on ne sera jamais comme ça. L'autre point sur lequel je veux évoquer, c'est sur l'ordre de grandeur. Évidemment, compte tenu de l'échelle, on ne voit pas bien les chiffres. À l'époque, il y a 10 000 ans, alors l'INED était un petit peu balbutiante, on ne sait pas exactement combien on était, les statuts n'étaient peut-être pas encore rédigés, mais enfin, en gros, on pense qu'on était entre 5 et 10 millions. On est 7 milliards aujourd'hui, ça veut dire qu'on est très précisément 1000 fois plus nombreux. C'est pas grand-chose de le dire comme ça, mais je vous demande de vous y arrêter. Imaginez un monde où pour 1000 hommes qui vivent aujourd'hui, il y en avait un seul. On était dans un autre monde. En 10 000 ans, ce qui n'est pas grand-chose à l'histoire de la vie sur Terre, mais ce qui n'est même pas énorme à l'échelle de l'histoire de l'humanité. On a multiplié notre nombre par 1000. Alors, je vous ai fait la même courbe que M. Pison avec une présentation différente. C'est M. Garnier, le président de Démographie Responsable, qui a établi cette courbe. Voilà ce qui s'est passé sur les 2000 dernières années, les tirets prévoyant l'avenir. Je m'arrête sur cette courbe parce que ce chiffre de 2000 ans, il est intéressant,
Parce que lorsque l'on regarde les choses à cette échelle, il y a une phrase qui nous est toujours opposée. C'est la phrase assez célèbre qui date de la Genèse, donc plus de 2000 ans maintenant, et qui dit « croissez et multipliez ». Elle est intéressante cette phrase parce qu'elle nous est opposée par beaucoup de gens et par des gens de nature très différente. Elle nous est opposée assez naturellement par des croyants assez traditionnalistes qui s'attachent au texte. Elle nous est opposée par des gens qui ne sont pas forcément croyants mais qui partagent ce fond commun de valeurs, c'est-à-dire l'homme est sacré, le nombre d'hommes est sacré et ça c'est un facteur sur lequel il ne faut pas jouer, on n'y joue pas. Elle nous est opposée enfin par une catégorie tout à fait différente, je dirais de non-croyants militants, qui nous disent, ben, vous voyez, c'est cette phrase qui est coupable. Au lieu de nous présenter vos chiffres, attaquez-vous aux religions, ce sont elles les coupables. Ce n'est pas notre affaire, évidemment. La question de la foi, c'est une question intime à l'âme de chacun, on n'a pas abordé ça à démographie responsable. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chacun d'entre eux, on peut faire la même réponse, quelle que soit leur position. On leur dit... Vous voyez cette phrase, elle a été écrite il y a 2000 ans, dans un monde où il y avait, là encore Linette était encore bébé, mais où il y avait disons, entre 150 et 250 millions d'habitants, je vais retenir le chiffre de 200 millions d'habitants, on est 7 milliards, c'est-à-dire qu'il y avait 35 fois moins d'hommes qu'aujourd'hui. Là aussi c'est un nombre d'hommes absolument différent. C'est un autre monde 35 fois, ça n'a absolument rien à voir. Les gens savent qu'on était moins nombreux avant, beaucoup ne connaissent pas par cœur, ou en tout cas n'ont pas vraiment intégré ces ordres de grandeur. Ce phénomène ne s'est pas arrêté là. Au cours du seul XXe siècle, on a multiplié nos effectifs par 4. On était 1,6 milliard en 1900, on était 6 milliards en 2000, on a gagné 1 milliard de plus. Et moi, j'ai un souvenir particulier du jour où l'homme est arrivé sur la Lune. C'est lointain, je vous l'accorde, mais enfin, je m'en souviens encore. Et bien, depuis que Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, on est 2 fois plus nombreux. Ça... Pardonnez-moi, parce que c'est un peu comme ça qu'est venue ma réflexion, ça m'effraie. Je trouve que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, je reviens un petit peu maintenant sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire la question de ce que la surpopulation pose problème à l'humanité pour son avenir. C'est d'abord cet ordre de grandeur. Vous savez, ce n'est pas par dogmatisme que démographie responsable milite pour une démographie un peu plus douce. C'est d'abord à cause de ce réalisme, c'est à cause de cet ordre de grandeur. On peut faire quelque chose pour la consommation de matière, on peut faire quelque chose pour la consommation d'énergie, on peut essayer de prélever moins de ressources, on peut avoir des voitures qui consomment moins, on peut recycler les matériaux. Tout ça, les partis écologistes en parlent, les réglementations, comme je vous l'ai dit, commencent à prendre en compte. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est jouer sur la consommation d'espace. Quoi qu'on fasse, sauf à entasser les hommes, et de toute façon il faudrait assurer des zones de production, quoi qu'on fasse, on est en train de grignoter la planète. Ça se voit physiquement sur les photos satellites, quand on voit les villes qui grandissent. Je sais bien qu'il y a certains qui voudraient nous entasser. Ça se voit sur on les voit toujours, les photos de l'Amazonie qui se grignotent, etc. Et cette pression-là, elle se traduit concrètement par une élimination du reste du vivant. Je prends souvent l'exemple des tigres parce que bon, c'est un bel animal, c'est l'animal prédateur par excellence, le symbole. Ben, le tigre, on n'a pas abaissé ses effectifs. En 1000 ans, pardon, 100 ans, au cours du XXe siècle, on a fait baisser ses effectifs de 96%. Les 3 derniers pourcents, on les a eu au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire qu'en 110 ans, on a tué, éliminé en réalité 97% des tigres. C'est pas à peine que je vous fasse un dessin, on ne peut pas continuer comme ça. Et le tigre, c'est une chose, il y a d'autres animaux, c'est pareil. C'est-à-dire que notre croissance démographique, quoi qu'on fasse, aussi écolo qu'on soit, aussi bien pensant, même si on fait tout pour la nature, de toute façon, notre présence éliminera le reste du vivant. Est-ce qu'on veut un monde qui est composé que de villes, que d'usines, que de champs traités de manière industrielle? Moi non. C'est un peu ça qui milite mon point de vue et notre point de vue à démographie responsable. Je pense que ce n'est pas un monde qui est beau, je pense qu'il y a un autre monde possible, et je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus vers une démographie plus douce. Je ne dis pas, notez-le bien, que le problème démographique est le seul problème, ou le problème le plus important, c'est une chose un peu différente. Je dis que c'est le problème clé. J'entends par là que si on échoue sur la question démographique, alors tous les autres problèmes environnementaux, eh bien, nous échouerons aussi à les régler.
On peut toujours consommer 2 fois moins par personne. Si on est 2 fois plus nombreux, vous comprenez bien que la question reste en statu quo. Mais également, il y a la question des espaces naturels que je viens d'évoquer. À l'inverse, si on redescend sur des seuils plus doux, alors nous pourrons avoir de nouveau des espaces naturels où vivront d'autres espèces. Nous pourrons également, vous savez que c'est un débat fréquent, nous contenter, pardon, je suis trop loin du micro, nous contenter d'énergie renouvelable, par exemple. Le débat sur le nucléaire, sur la fin des énergies fossiles, il aura beaucoup moins de pertinence le jour où on pourra de fait, et sans difficulté particulière, se contenter d'énergie renouvelable. Et pour ça, être moins nombreux, c'en sera une condition importante. Je voudrais dire un petit mot aussi de cette négligence de la question de la surpopulation dans le débat qui a lieu sur l'écologie. Sur le tabou d'abord qui a lieu, vous avez plusieurs, enfin monsieur Cuisan en a parlé, monsieur Mah aussi, du tabou. Il est exact. Je peux vous dire que pour militer à la démographie responsable, c'est extrêmement fréquent. On nous traite à peu près de tous les noms. Alors, bon, c'est florilège, fasciste. Pourquoi? Voilà le rapport. Eugéniste. Jamais, j'insiste bien, nous n'avons prôné une sélection artificielle ou quoi que ce soit. Rien à voir avec l'eugénisme. Mais tout à fait rien. Anti-humain, je reviendrai sur ce point. Alors aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer des gros mots. Alors je le dis doucement, malthusien. Voilà, c'est l'accord de quoi avant d'avoir fini de prononcer le mot. Les plus extrémistes nous proposent de nous suicider aussi pour mettre en accord nos actes et nos propos. Oh, c'est toujours plaisir. Bon, il y a un rejet très fort. Je résume, il y a un rejet très fort. Pourquoi tout ça? D'abord, il y a les préceptes sacrés, je pense, que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a aussi une conception facile de l'humanisme. Plus d'hommes, c'est mieux. Il n'y a de richesse que d'hommes. Vous connaissez ces phrases que, pardonnez-moi, mais je trouve assez stupide, parce que s'il n'y a que de richesse que d'hommes, alors soyons 100 milliards, soyons 200 milliards, il y a peu de limites, soyons le plus riches possible. Il y a une méconnaissance des chiffres. Les ratios que je vous ai donnés tout à l'heure, 1 sur 1000 et 1 sur 35, tout le monde ne les a pas en tête. Et puis il y a aussi, et là c'est un débat intéressant qu'on aime avoir avec les démographes, il y a cette fameuse question de la stabilisation. Cette stabilisation donc, qui nous est annoncée pour le courant de ce siècle. Alors, ce ne sera pas 9 milliards, 10 milliards, on ne sait pas. C'est évidemment pas du tout que je remets en cause les méthodes qui vous ont été présentées tout à l'heure et les hypothèses, je crois qu'elles sont au contraire extrêmement sérieuses, mais elles posent quand même un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est le niveau de la stabilisation. Si on nous prévoit une stabilisation à 9 milliards, qu'allons-nous faire du monde naturel? Vous l'avez bien vu, à ce qu'on a fait à 7 milliards. Je ne vois pas en quoi en ajoutant 2 ou en ajoutant 3, puisque c'est l'ordre d'idée au moins, on va améliorer les choses. Ça me semble extrêmement improbable. Le deuxième point là, sur lequel je veux insister sur cette stabilisation, c'est le taux de croissance. Oui, le taux de croissance diminue. Il a été atteint à un maximum, disons, vers 1970 et autour, avec 2,1%. On est aujourd'hui à 1,2%. Et bien évidemment, un taux de croissance plus faible, mais qui s'applique à une base plus large, il conduit à une croissance identique. Et vous voyez sur ce graphique, par exemple, que c'est le graphique du taux de croissance de la population, alors c'est plutôt le second que je vais vous montrer, que ça c'est le graphique de la croissance annuelle de la population en nombre d'hommes. Combien il y a de millions d'hommes en plus chaque année. Eh bien vous voyez qu'aujourd'hui, en 2010 à peu près, on a plus 80 millions, un petit peu moins sur le graphique, mais en réalité c'est plutôt 80 millions aujourd'hui d'hommes en plus tous les ans. Eh bien, dans les années, entre la décennie 60 et 70, qui est la décennie symbole, 1960-70 pour la croissance démographique, on avait un taux plus fort, mais on avait un nombre d'hommes plus faible, et finalement, on gagnait plutôt 70 millions d'hommes par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gagne plus d'hommes chaque année, et ce sont bien le nombre d'hommes absolus qui comptent pour la pression sur l'environnement qu'on a gagné dans ces années-là. Je profite aussi de ce petit graphique pour vous signaler cette pointe vers le bas aux années 60. Ça, c'est l'effet du grand bond en avant de Mao Tse-tung. C'est assez catastrophique parce qu'évidemment ça a tué des gens et puis il y a eu beaucoup moins de naissances liées à ces épisodes dramatiques. C'est justement ce qu'on veut éviter à la démographie responsable. On veut faire baisser la population, mais pas avec ce genre d'accident. Et là j'insiste là-dessus parce que je sais combien on est assez facilement caricaturé. C'est justement pour éviter ça. Deuxième chose sur laquelle je veux insister,
vous voyez, en 2050, il y a toujours une croissance de la population, plus 40 millions d'habitants par an, c'est pas rien. Alors, est-ce qu'on peut... alors, la dernière chose que je voulais évoquer aussi, c'est qu'on ne connaît pas bien l'avenir. En 2050, on est d'accord, il y aura environ 9 milliards d'habitants, un peu plus, un peu moins. En 2100, les prévisions de l'ONU hésitent entre une hypothèse basse à 6,2 milliards et une hypothèse haute à 15,8 milliards. C'est une autre façon de dire, ils n'en savent rien. C'est assez normal parce que la population dépend de naissances qui auront lieu au cours de ce siècle et donc du comportement reproductif de gens qui sont encore ou très jeunes ou qui ne sont même pas nés. Donc il y a pour l'avenir une grande incertitude. Simplement, il n'y a pas asymétrie. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez 6,2 milliards qui est peut-être un monde vivable, et puis d'un autre côté, vous avez 15 milliards qui est, j'en fais le pari, triste, mais j'en fais le pari quand même, qui est un monde à 15,8 milliards. Merci. Juste un petit mot, puis mot de conclusion. D'abord, en conclusion. Ouais. Alors, ma conclusion, c'est quand même qu'on peut agir, c'est-à-dire que je crois qu'on peut faire quelque chose contre l'inertie de ces phénomènes, c'est-à-dire on peut agir sur la contraception dans les pays les plus pauvres parce qu'il existe vraiment une demande de contraception qui est insatisfaite. Et bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour les pays les plus développés, en France aussi, nous militons pour que les politiques fiscales et sociales, évidemment, favorisent un peu plus les familles moins nombreuses et un peu moins les plus nombreuses. Je dis juste un mot également sur la question de l'humanisme. Ça, j'y tiens. Vous le comprenez, souvent, ce combat est compris comme un combat anti-humaniste parce qu'on est contre le nombre. On n'est pas contre l'humain pour autant. Pour moi, l'humanisme, c'est deux choses. D'une part, c'est une obligation morale, c'est celle de ne pas détruire le monde. Ça, je le pose. Je crois que l'homme n'a pas pour sa société le droit de détruire le reste du vivant. Et la deuxième chose, c'est d'assurer la durabilité des sociétés. Eh bien, pour ces deux choses, je crois qu'il est important qu'on aille vers une démographie que j'appelle plus modeste, la modestie démographique. Ça permettra à des hommes de profiter longtemps de la vie sur Terre. Si les hommes disparaissent, ils ne profiteront pas de la vie sur Terre. Je crois que ce n'est pas ça l'humanisme. Voilà, je vous remercie. Merci.